Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver sur Tweet TV, la télévision interactive. Comme chaque vendredi, en ce moment, on se retrouve pour parler de sport. Et vous êtes bien sûr dans Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir, on va parler de football, en tout cas de football, oui, avec la qualification de Salitas en tour de cadrage contre Al-Amal du Soudan. On parlera également des étalons U17 qui ont battu le Bénin en match d'ouverture du tournoi UFOA B. On parlera également des étalons locaux qui sont présentement au Cameroun avec la préparation pour ce tournoi. Et tout cela, c'est avec les décodeurs sur ce plateau. Les décodeurs, il y a Ibrahim Dianda plutôt. Voilà. Vous avez failli dire Ibrahim Cabré, oui. Ibé Cabré. Ouais. Bon, c'est la même chose. Je ne sais pas ce qu'il vous a donné, mais malheureusement, il n'est pas là ce soir. C'est moi qui suis la seule au Comanis. Ok, bien entendu. Bonsoir. Bonsoir. Issa Kalibodo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. De toute façon, quand les crocodiles se battent, nous on observe, c'est lui qui son ami. Oui. Donc voilà, moi je suis mon gars tranquillement à Salambéry, nous on est tranquille. C'est mon gars sûr, mais sur le plateau, souvent c'est pas facile. Bon, il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que voilà. D'accord. Bonsoir Saka. Ouais, merci bien de nous inviter encore. Oui. On est très heureux d'être là et on constate que ton programme il est vachement riche. Oui. Ça va nous permettre de déplucher ça ou bien décortiquer ça. Voilà. Décoder. Ouais, de décoder pour bien sûr. C'est le mot, c'est justement. Ah oui. Salaméré, bonsoir. Bonsoir Assami. Oui, comment vous allez? Un peu fatigué, mais bon, voilà. Le retour de Koumiyanga. Voilà, le retour de Koumiyanga, bien sûr. À qui je fais un coucou. Parce que là, voilà. A pu aller quand même voir la famille. Ouais, puis, bon, voilà. Oui, c'est très bien. Vous nous faites une brèche en même temps. On va profiter, saluer tout le monde. On va aller donc saluer un peu le fan club. Il allait prendre des points. Ah oui. Non mais attendez, tout le village vous salue. Tous ceux qui suivent. Tous ceux qui suivent l'émission, ils ont cité tous ceux qui prennent part à cette émission. Voilà, Ibé Cabré, Ibrahim Dianda, Issa Kailou, mais le monsieur qui te laisse pas là. Issa Kailou. En tout cas, merci. On les salue au passage. Oui. Bon, alors nous, merci une fois de plus d'être présent. En tout cas, c'est dans la bonne humeur qu'on débute cette émission et on se retrouve juste après cette virgule. On rappelle que vous avez la possibilité de suivre cette émission sur YouTube et également sur la page de l'émission. Vous tapez Sport 3 sur Tweet TV et vous aurez l'intégralité de l'émission. Vous pouvez la suivre en direct également ou sur le bouquet Canal Plus au numéro 254. Alors, on débute avec bien sûr la qualification de Salitas face à Al-Amal du Soudan. Oui, le résumé de cette rencontre, un match qui était, on va dire, à sens unique puisque Salitas a contrôlé son vis-à-vis jusqu'à la fin de la rencontre. Regardez une première action pour Michel Aouba et cette frappe qui se termine dans les filets. Ouais, c'est une frappe qui surprend plus ou moins tout le monde au stade parce que gaucher nominal extrêmement important dans cette formation de Salitas. La belle ouverture, tout le monde s'attendait à un centre au cordeau pour les géants comme Boissy et Sami Yen à la limite. Oui. Et là, il choisit une frappe du gauche de l'extérieur du pied. Voilà, c'est vraiment osé. Il a pris la mesure du gardien d'abord avant de tenter. Oui, en réalité, en fait, c'est un peu ça. Le gardien a pensé que ça allait être forcément un centre. Parce que dans la position de Michel Aouba, 90% des joueurs qui se retrouvent dans cette situation font des centres au cordeau. Oui. Et là, regardez le gardien qui recule déjà. Voilà, regardez un peu. Regardez un peu, et vous le regardez, automatiquement, et voilà, il a cherché. Oui. Donc le gardien était déjà en retard et vraiment ça a été. En fait, le gardien il a voulu anticiper le centre parce qu'il se dit qu'à forcément il faut centrer. À la position où Michel Aouba se trouve, c'est forcément un centre qui va dresser. Oui. Et le gardien veut anticiper pour chipper ce ballon. Malheureusement, Aouba a jeté un coup d'œil sur ce gardien qui était vraiment sorti. Il a déclenché la frappe. Comme il a une bonne frappe de pied gauche. C'est le meilleur passeur de Salitas. Du Fatou Foot.
du Faso Football avec 10 passes décisives pour cette première manche de la saison. Quand on sait que c'était un joueur qui était resté sur les carreaux, par exemple à l'Asfa Yelenga, qui aujourd'hui se sublime, on est content. Oui, et voilà, le match qui continue. On a vu Samien qui a eu une occasion de frapper, malheureusement le gardien qui était là. Et là, un coup franc, Samien qui passe à côté, Ibrahim Dianda, oui. Ouais. J'avais raison de me plaindre. En réalité, c'était un coup franc donc, juste aux abords de la surface de réparation. Oui. Dans ces cas de figure, une fois que vous arrivez donc à envelopper, vous arrivez à surprendre, donc, à contourner le mur. Et quand c'est rapide, facilement le gardien ne peut c'est presque très bien fait. Voilà, donc je pense qu'il a juste raté de justesse un peu le cadre. Oui. Et on ne peut pas forcément l'en vouloir parce que si c'était cadré, c'était forcément un but parce qu'il avait déjà pu envelopper. Et ça c'est que vous ne remarquez peut-être pas, c'est pas la frappe, mais c'est le geste des deux joueurs de Salitas. Vous pouvez revoir l'image. Oui. Leur comportement à la frappe de la balle. Ça se couche complètement. Exactement. C'est un peu rare. Généralement, les gens s'effacent et là, ils sont couchés automatiquement. Ils laissaient un angle de tir à Samien. Et si ce ballon. Merci à la réalisation qui revient sur ce coup franc. Regardez bien. Regardez. Ah oui, c'est ouvert. C'est que ça, les spécialistes vous diront que la frappe de Samien a manqué quelque chose qu'il fallait pas faire. Parce que là, en frappant, il a le bus qui est revenu en arrière. Il faut rentrer dans le ballon. Ça amène forcément le ballon en l'air. Il fallait qu'il reste un peu droit ou peut-être penché comme ça, ou bien cadrer le ballon. Non, j'allais dans la foulée. Avec cette occasion, surtout que Moussa l'a dit, les deux, c'est que deux qui avaient joué le jeu, il fallait qu'il essaie de doser beaucoup plus au lieu d'ouvrir beaucoup le pied, parce que ses coéquipiers l'avaient déjà donné. Ça a surpris vraiment, ça a été une très belle action quand même. Oui, et dans la foulée, Salitas qui gagne un coup franc toujours en première période et un ballon sur la tête de Kalfa Nikema bien ajusté dans les filets. Oui, le centre vient de qui? Du jeune qui monte, Daniel Ouedraogo, latéral de métier, excellent en récupération, en jeu en profondeur. Il est doté d'une intelligence incroyable. Il fait le centre de plus de 40 mètres pratiquement. Et qui est là? Khalifa. Et c'est à la 45e minute qu'il réussit à mettre ce ballon dans... Voilà, donc là, en ce moment, la messe était pratiquement dite. Oui, voilà, donc... Parce qu'on revoit un peu l'action à partir de ce moment où le ballon surprend carrément. Les défenseurs, ils étaient au nombre de 5. Ils se sont carrément qui laissent 2 personnes derrière qui étaient donc libres de leur marquage. C'est vrai que ici, c'est pas la tête, quand vous regardez la tête de Kalfa Nikema, c'est pas la tête d'un attaquant de métier, mais quand même, il a eu le temps de bien ajuster comme il veut. Et le gardien a été battu parce que les 5 défenseurs ont été plombés du coup. Et il a mis le ballon là où le gardien venait. Donc c'est difficile de repartir. Mais il faut saluer la performance de ce jeune latéral. Parce que si Daniel Ouedraogo. Vous avez vu ce qu'on a fait à l'émission passée, le 4-3-3 en losange de Cassel et Sawadgo, Lassina. Oui. Les deux latéraux étaient vraiment. Mais ça m'étonne même qu'ils ne sont pas vraiment. Ils ne sont pas dans la liste. Moi, personnellement. On ne peut pas sélectionner tout le monde. Le match n'était pas fini. Si la réalisation peut nous aider. Revenir. Merci, Mba, pour cette réalisation. Et en seconde période, vous allez voir Salitas qui met toujours le pied sur le ballon. Et voilà, un coup franc de Aboubakar Sawadgo, le portier qui était là. Aboubakar Sidiki Traoré. Qui ne jouait pas beaucoup cette année, qui a eu sa chance en compétition africaine. Bon. Et là encore, dans ses œuvres, Aboubakar Sidiki Traoré sur sa patte gauche. On le connaît, c'est un gaucher nominal, il affectionne beaucoup ces genres de frappes. Donc, il n'a pas eu. Festival de dribble, Isaka. Malheureusement, il échoue à chaque fois parce qu'il n'a pas de temps de jeu dans son équipe. Alors que si vous avez remarqué les années passées où vraiment il avait un temps de jeu, il était plus performant. Voilà, tous ses coups francs, ses frappes, vous allez voir que c'est des frappes cadrées. Oui, et un dernier coup franc, voilà, tiré par ce jeune joueur qui a fait le centre, la passe décisive pour le but de Kalfa, une frappe tendue, Daniel Ouedraogo, et qui passe pas très loin aussi des cadres. Oui, bien sûr, c'est parce que l'action était beaucoup plus proche des camps. Sinon, dans sa frappe, vous avez vu qu'il n'est pas resté derrière, le bus n'est pas resté derrière, il s'est un peu couché. Malheureusement, c'est une action qui était vraiment très proche. Il fallait que le ballon retombe immédiatement après sa frappe. Oui. Mais c'était tellement puissant que ça ne pouvait pas aussitôt. Mais au-delà de ça, c'est un garçon qui est en train de prendre vraiment de la hauteur. Parce qu'il est parmi des gens qui sont plus ou moins âgés que lui. Oui. Mais vous constatez que pratiquement tous les coups francs que Salitas a eu, vous allez voir l'ombre de Daniel qui tourne autour. Il prend ses responsabilités, il décompose, soit même souvent on le laisse.
ça dit que c'est des signes qui ne trompent pas. Oui. C'est un garçon, il faut vraiment le surveiller, il faut le suivre comme du lait sur du feu. C'est quelqu'un qui va faire une belle carrière. Il faut aussi faire la remarque quand même qu'on voit au moins 3 occasions de coup franc, on voit 3 tirets différents. Sidiki Traoré, Sami Yen, Daniel Ouedraogo. Ça montre quand même que il y a de la qualité de changer, que ce soit du côté gauche, du côté droit. Et ce sont les situations comme ça qui arrivent donc à surprendre les gardiens. Parce que l'adversaire, quand il vient jouer, il vous étudie. Il sait quels sont les tireurs, quels sont ceux qui tirent et autres, ils analysent. Mais quand c'est comme ça, vous arrivez donc à les surprendre parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre un peu. Parce qu'à tout moment, l'équipe on a la possibilité de changer de tireur. Voilà. Il y a une variation. Bien sûr. 2-0 pour Salitas. Dans l'ensemble de la rencontre, 3-0 en match aller-retour. Salitas qui est qualifié pour le tour de cadrage. Et on voit que Salitas avait la possibilité de marquer plus de 2 buts. Salitas était vraiment à l'aise dans cette rencontre. Une belle prestation. Salitas était en forme quand même. Oui, ils étaient très en forme. Vous constatez que moi-même j'ai transmis ce match sur les antennes. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'ils n'ont pas trop forcé les talents. Pour être très honnête, à un moment donné, on a senti un peu de relâchement. Simplement parce que, bon, l'équipe qui était en face, c'est vrai que Salitas la respectait, mais elle n'était pas aussi flamboyante comme on le pensait. Depuis le tirage, vous vous rappelez, on avait dit à l'époque que, bon, c'est le Soudan, mais les équipes qu'on connaissait au Soudan qui étaient aussi au-dessus de nous, c'était Al-Merreikh et Al-Hilal qui viennent de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc, cette formation, elle n'est pas vraiment trop au-dessus des Salitas. Par conséquent, le match à un moment donné, après le premier but, le deuxième but, bon, il faut comprendre qu'ils ont lâché un peu les muscles. Ils ont géré, comme on le dit, voilà, ils ont géré le match proprement. On n'a pas vu pratiquement une occasion franche des Soudanais. Et quand les Soudanais essaient de mettre un peu l'accélérateur, Salitas essaie de se réorganiser pour récupérer. Bon, on jouait à un moment donné à petit trop régulier pour pouvoir terminer le match simplement. Parce qu'il y a des matchs aussi qu'il faut savoir gérer. Bien sûr. Voilà, quand vous n'êtes pas en difficulté, pourquoi aller peut-être chercher des claquages et des déchirures musculaires pour rien, alors que ça n'a pas de sens. Justement, vous avez parlé de l'organisation de Salitas. Dans cette rencontre, on a vu que Salitas était vraiment en place, qui a bien géré son adversaire. Ça veut dire que si Salitas continue dans cette même lancée, elle peut être une équipe intenable. Oui, bien sûr. Le fait de pouvoir faire un certain nombre de changements montrait déjà, puisque le 1-0 gagné à l'extérieur donnait déjà un gros avantage à Salitas parce qu'ils avaient déjà abattu 50% du travail qui restait à faire. Et ce qui a permis d'ailleurs que Abouakar Sidiki Traoré et quelques autres joueurs, il y a même un jeune joueur de 17 ans qui est rentré à la fin, ça montre déjà que Salitas voyait plutôt le tour de cadrage que ce match qu'ils ont joué. C'est vraiment ça, une bonne organisation, permettre à tout un chacun de tourner parce que c'est pas seulement que la campagne africaine que Salitas a joué, il y a également le championnat national, Faso Foot, mettre tout le monde dans la le Coupe bain du Faso et bien d'autres compétitions. Et voilà, on n'a que 30 joueurs sur la main, il faut bien tourner. Voilà, Salitas, belle prestation, 3-0 sur l'ensemble des 2 rencontres. On va écouter Ladji Coulibaly, c'est l'entraîneur de Salitas. Je vous remercie d'abord. Notre objectif c'était ça, de gagner ce match pour entrer dans le cadrage. Et Dieu merci, nous avons gagné, c'est déjà un pas pour nous. On va se préparer maintenant pour le tour de cadrage encore parce que tout n'est pas fini. Notre objectif c'est d'entrer dans la poule. Pour rentrer dans la poule, on est obligé maintenant de passer par le cadrage là. Donc on va se préparer en fonction de ça maintenant. Pas du tout. Pas du tout, match facile, c'est trop dur. Chaque équipe a un temps fort. Je crois vers la fin, nous avons adopté une stratégie, les laisser jouer. On sait que à tous les plans, nous avons placé quelque chose. Vous avez à chaque fois trébuché devant la défense et puis repartir. Parce que c'est une équipe qu'on a déjà vu jouer à l'extérieur, donc on a pris toutes les dispositions nécessaires pour aggraver la victoire. Oh, passable, parce que tout n'a pas été rose pour nous. Mais l'essentiel c'était d'avoir les 3 points et nous avons pu se qualifier. C'est ça qui est important pour le moment. On va tirer les leçons pour les prochaines séances à venir. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cette interview. Il n'y avait pas de possibilité pour rejoindre la pelouse pour faire une interview de bonne qualité. Donc, sécurité oblige. On a fait avec nos moyens de bord. Alors, Ladji Coulibaly qui s'est projeté déjà sur ce taux de cadrage pour lui. En tout cas, il fallait gérer ce match-là tranquillement et attendre son adversaire pour le taux de cadrage avant en tout cas de mieux s'exécuter par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? C'est vrai
vrai que l'objectif de Salitas ici cette année, c'est les phases de poule. Et c'est le tour des casages donc, qui est le dernier obstacle avant bien sûr d'aller en phase de poule. Donc après avoir abattu le boulot à 50% comme d'autres le disaient, il fallait gérer ce match au retour parce que même à 0-0 on pouvait passer. Donc avec surtout le but qui est venu un peu tôt et vous arrivez également à ajouter un second but juste avant la mi-temps. Donc quand vous rentrez dans les vestiaires, le discours il est clair, il faut essayer de gérer, laisser des temps morts souvent, mais quand même avoir des éléments un peu forts devant qui peuvent faire des contrats et qui peuvent relancer la machine à tout moment. Je crois que c'est ce qui a été déjà fait parce que il faut pas aussi s'esquinter quand on sait qu'il y a tout un grand travail qui est là. Salambéré parlait un peu tous de calendrier de Salitas, il y a le tour des cadrages qui est là, aller-retour, il y a certains joueurs qui doivent aller au CHAN, il y a les matchs en retard du championnat qui sont là, il y a la Coupe du Faso qui va bientôt démarrer et quand vous avez tout ça à gérer, je pense que Salitas, même si elle veut donc aller donc en phase de poule, elle estime quand même qu'elle veut jouer également l'année prochaine la Ligue et la campagne africaine qui veut jouer également cette compétition doit forcément être soit champion ou remporter la Coupe du Faso. Donc c'est pour dire qu'à partir de ce moment la gestion ici était capitale, sinon c'est pas qu'ils voyaient déjà le tour des cas, mais il fallait gérer pour essayer aussi d'aller donc comme on n'avait forcément pas ça n'allait pas être le même match si Salitas avait perdu peut-être 1-0 à l'aller, ils allaient peut-être même à 2-0 quand ils ont tué le match, mais ici je crois que l'entraîneur a joué avec les bons pions, c'est dit félicitations à cette équipe. Ce qu'il dit c'est tout à fait juste parce que au football pour être une grande équipe aussi il faut savoir souvent gagner sans être éblouissant. Et une équipe qui veut aller très loin, qui a des perspectives lointaines, doit être à mesure par moment de gagner des matchs sans être très plaisant. Le public dira non, on n'a pas bien joué, c'est vrai, mais c'est pas tous les matchs qu'on vient. L'objectif c'est de pouvoir gagner. C'est pas tous les matchs qu'on vient et puis on se sublime, on joue à un hurrah football sans arrêt, sans calcul. Non, il y a des matchs qui sont calculés, il y a des matchs qui se jouent, il y a des matchs qui se gèrent. Et ce match, ils ont essayé de combiner les trois facettes, jouer le match, le gérer, et puis bon, voilà, le gagner, simplement. Oui, et la nouvelle est tombée, Isaka, Salitas en tour de cadre, tu dois jouer AS Bouenguidi, Sport du Gabon. Voilà, une équipe pas très bien connue également, mais qui a été champion l'année dernière du Gabon et qui était en Ligue des champions africaine, repêchée pour jouer la Coupe de la Confédération africaine. Alors Salambéré, une opposition Bouenguidi, Sport du Gabon, bien sûr. Alors, comment vous voyez cette rencontre? Oui, de toute façon, un match n'est jamais facile. C'est une équipe qui a été championne du Gabon et qui a joué les matchs de la Ligue des champions, qui est reversée. Ça veut dire que c'est une... Elle descend d'un étage. Ça veut dire que les matchs qui étaient en Ligue des champions sont plus difficiles que les matchs en Coupe CAF, si on peut l'exprimer ainsi, en fonction des qualités de compétition. Donc, Salitas ne pouvait pas hériter mieux que ça. Je crois que c'est un meilleur tirage pour Salitas, mais il faudra vraiment faire très très attention parce que c'est quand on néglige une équipe qu'on peut se faire surprendre. Salitas a la chance peut-être de se déplacer en match aller au Gabon et recevoir à domicile. Mais tout ça, c'est vraiment l'attention qu'il faut et prendre très au sérieux les équipes. Prendre très au sérieux cette équipe parce qu'on ne sait vraiment pas. C'est une équipe qui a 4 années d'existence en première division, tout comme Salitas. Mais en termes de qualité, de perspective des deux équipes, Salitas a un léger avantage. Vous êtes d'accord avec Salambéré? Je partage son point de vue sur certains aspects, mais ce qui est le dénominateur commun de la prestation de Salitas cette année, c'est que c'est une équipe qui va voyager beaucoup dans l'inconnu. Ça au moins c'est clair. Quand je dis l'inconnu, c'est pas des noms ronflants du football africain, c'est pas des équipes qui sont connues sur l'échiquier continental. Après au Boissy qui était l'équipe connue, on est tombé avec Al-Amal Akbara du Soudan, qui n'était pas une équipe connue, qui a été bien gérée par Salitas, parce que l'avantage aussi c'est ça, ne pas connaître ces équipes au départ, ça peut aussi vous amener à avoir les freins en main, à être sérieux. Quand on a dit Gabon, j'avais pensé peut-être au FC 105, FC Mounana, les clubs les plus connus. Même le Missile FC. Malheureusement, ce ne sont pas ces clubs. Il semblerait que c'était un club qui joue à plus de 600 km de Libreville, mais elle reçoit ses matchs à Libreville, c'est déjà bien. Ça permet déjà de se préparer. Je causais avec un responsable de Salitas ce soir. Ils sont déjà dans les
dans les travaux, sont sur les sites en train de chercher un peu les vieux matchs que cette équipe a joué. N'oubliez pas que cette équipe a quand même posé des énormes difficultés au TP Mazembe et en Ligue des Champions africaine. En compétition, en aller-retour. Ça veut dire qu'elle a de la consistance, elle a de la matière. Donc, c'est déjà un signe qui va nous permettre aux Salitas de se préparer comme il se doit, surtout respecter l'adversaire. Le football, il faut respecter l'adversaire. Si tu ne respectes pas l'adversaire, c'est pas bien. Ouais. Vous êtes d'accord, c'est le moindre mal que Salitas pouvait avoir, que rencontrer cette équipe. Oui, quand on regarde un peu les chapeaux et autres, on voyait d'autres noms quand même qui pouvaient donc être un peu plus embarrassantes. Mais je ne dis pas que cette équipe du Gabon n'est pas du tout embarrassante. Issaka vient de le rappeler. Elle a donc causé des soucis au TP Mazembe, qui fait quand même partie des grands d'Afrique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que déjà, de façon dans la forme, quand vous voyez les équipes donc, qui sont repêchées donc, de la Ligue des Champions, ils partent avec un objectif d'aller donc en campagne, en poule au niveau de la Ligue des Champions. Et ils sont repêchés après la deuxième journée, je crois. Donc à partir de ce moment, ils ratent leur objectif de peu. Et c'est un peu le sauve qui peut, parce qu'ils vont vouloir faire le tout pour sauver également leur campagne africaine, parce que là, à défaut d'être qualifié pour la phase des poules donc de la Ligue des Champions, on peut donc venir ici donc pour la Coupe CAF. Malheureusement, ou bien je dirais encore heureusement pour nous, malheureusement pour eux, ils tombent encore sur une équipe également qui a jeté son va-tout vers la Coupe on sait, la Coupe CAF, l'équipe dirigeante de Salitas, c'est vrai, on peut parler sur le plan sportif, mais moi je vais parler sur le plan autre que sportif. Cette équipe-là a goûté un peu les délices, malgré qu'elle est si jeune de phase de groupe. Ils savent ce que ça fait, mais je pense que c'est quand même, ils sont pas prêts quand même à perdre ça de peu, quand on sait que nous sommes carrément à un doigt, je dirais, de cet objectif qui est les matchs de poule. Donc c'est vraiment je dirais le plus grand match, selon moi, c'est cette opposition aller-retour. Ce serait donc l'un des plus gros matchs, je dirais, le plus de Salitas, parce que ce serait un match qui va se jouer sans réserve, qui va se jouer jusqu'à la dernière seconde. Ils vont se défoncer à fond. Et je te fais une confidence, l'entraîneur que tu as reçu ici, Mouyouma, qui est Gabonais, qui disait que c'était un bon tirage pour Salitas, mais lui il voit que c'est du 50-50. Sûrement il connaît un peu cette équipe. Donc déjà ça prépare les esprits. Il faut seulement bien se préparer. Et les deux aspects, comme il a dit, sportif, financier, il faut que Salitas arrive à conjurer les deux. Et ça fera du bien au club. Bien sûr, Salitas en tout cas qui va jouer le match aller, c'est le 14 février du côté du Gabon pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Parlons à présent des étalons U17, les étalons U17 qui sont présentement au Togo pour la Coupe UFOA B, qualificative pour la Coupe la CAN de leur catégorie au Maroc. Voilà, regardez le résumé du match contre le Bénin. Voilà le premier but sur coup de tête, voilà, pour ouvrir la marque. Une tête imparable sur un corner, et il saute plus haut que Abdul Kader. Adversaire. Abdul Kader, je crois que c'est un joueur. Abdul Ouedraogo. Abdul Ouedraogo. Oui, Abdul Kader Ouedraogo. Oui. Voilà, je pense que c'est un joueur de Raimo. Oui. Voilà. Et regardez dans la foulée comment les étalons U17 récupèrent le ballon. C'est un milieu colosse. Ah oui. Et là encore, festival de dribble pour faire la passe, et c'est le second but des étalons U17, et c'est encore Abdul Kader Ouedraogo. Je ne pense pas qu'il a doublé, comme je crois que c'est plutôt Diakité. Gaoussou Diakité. Oui. D'accord. C'est les deux buts de Kabul Ouedraogo sont de la tête. Voilà. Donc Diakité Gaoussou, et là je crois que c'est son nom, qui marque donc ce but, même si c'est vrai qu'ils vont doubler chacun après, mais si c'est pas suivi, c'est Diakité qui marque ce but. Toujours est-il que les étalons ont mené 2-0 dans la première période, et là voilà, coup de tête de Abdul Kader Ouedraogo maintenant, merci, pour le troisième but des étalons U17. Ouais, ça a été vraiment un récital, les étalons étaient nettement supérieurs aux écureuils. Et rappelez que voilà, ce petit animal de l'Afrique subsaharienne n'a pas su résister le sabot. Mais le but des Béninois également est très fantastique. Dans la lucarne, un coup franc direct. Oui, parce que le capitaine a montré que les écuries n'avaient pas encore désarmé après avoir encaissé les 4 buts. 3 buts. 3 buts. Donc ce coup franc vient confirmer que. Mais il faut dire que c'est une équipe béninoise qui avait été
vraiment surpris matinalement et qui n'a pas su revenir à temps pour vraiment contrer les Burkinabés. 4e but à présent. Voilà, des Burkinabés. Sous Diakité, voilà, à seconde période. La Cristiano. Regardez encore le but. C'est un coucou pour Yves Cabré qui va je crois que la combinaison, la main qui circule là. Et le 4e, et 5e plutôt. Bachirou Gamouego, je crois. Oui, Bachirou Gamouego. Il est vraiment costaud, il déménage tout sur son passage. Je pense qu'il a vraiment joué un grand rôle au milieu parce que c'est lui qui récupérait les ballons à un certain moment. Très bon récupérateur, il a mis de la niaque, il a mis du punch au milieu du terrain. Et la grinta que les étalons locaux ont mis a fait que les Béninois étaient obligés de rendre les armes. Les étalons 17, bien sûr. Ils ont rendu les armes. Le score était de 5 buts à 1. C'était la première rencontre des Burkinabés et c'était face au Bénin. Et ce soir, même les étalons U17 ont joué contre le Niger. Au moment où on rentrait dans ce studio, le score était de 0 but partout et ils étaient à la 84e minute. C'est ça, c'est bien ça, Salambéré? C'est ça, ils étaient toujours à 0 but partout. Si le match se termine comme ça, voilà, les étalons auront besoin peut-être d'un nul face au pays hôte, voilà, le Togo, pour se qualifier, puisque le Togo étant déjà qualifié après avoir battu 2 matchs. Voilà, ça donne vraiment une chance énorme pour les étalons. Contrairement, mais c'est que le dernier match également du Niger face au Bénin, ça va pas être c'est pas du gâteau, puisque le Niger va vouloir aussi battre le Bénin, une victoire pour recoller. Comme le Bénin voudrait également sauver son honneur en ne passant pas avec est-ce que le Niger a déjà une victoire? Non, le Niger a un match. Si cette rencontre, une défaite, un nul avec nous. Un nul. Donc c'est ici gagner. Le Togo, ils auront 4 points. Et le Bénin, mais il faut gagner aussi avec un goal. Mais le fait qu'il ne gagne pas ce match de ce soir, en réalité, nous, ça nous fait ça nous arrange. Voilà, ça nous fait du bien en réalité. Voilà, en fait. Oui, mais dans la prestation, les étalons sont à envier par rapport aux autres équipes. Quand voilà pourquoi le goal average est important quand vous jouez un match. Le fait d'avoir gagné 5-1, ça fait plus 4 pour les étalons. Et les derniers matchs, généralement, sont difficiles. Même si vous dominez une équipe, vous allez voir qu'à son dernier match, elle va tout faire pour soit sauver son honneur, pour ne pas quand même rentrer à la maison la besace vide. La besace vide. Comme vous êtes revenu de Komiyanga. Avec Van Besace, bien sûr. Donc on attendait de voir la suite. Les étalons U17, je disais tantôt, et quand on les regarde jouer, on sent que c'est une équipe qui est en pleine forme. Je ne parle pas du large score de 5 buts, mais dans la prestation également, vous avez été satisfait? Si, c'est vrai qu'à partir du premier match, on voulait quand même finir peut-être la phase des poules pour essayer de faire une analyse globale de la prestation des enfants. Mais à partir du moment, quand on regarde un peu un match, en 90 minutes, on peut déjà faire sortir donc des motifs de satisfaction et également des motifs d'insatisfaction s'il y en a. Mais ici, quand on regarde, c'est vrai que le but est venu un peu tôt, mais de façon générale, le match a été géré. Vous avez vu au niveau du milieu, les attaquants, ils n'ont pas eu besoin d'une dizaine d'occasions pour scorer. À partir de ce moment où, à partir de 17 ans, c'est des jeunes, beaucoup jouent déjà dans les petites catégories, d'autres même gagnent souvent des bouts de match donc de championnat. Je fais un clin d'œil à Allende, à Abdul Kader Drago qui sont du côté de Raïmo. Il y a les autres également qui sont à Ifa Matruku. On sait que Ifa Matruku joue la deuxième division. Donc ça fait qu'ils ont déjà du vécu et face à ces Béninois où je ne suis pas forcément sûr qu'ils ont le même vécu à l'exception de quelques joueurs. Parce que quand vous regardez un peu le match, il y avait quand même 3 ou 4 joueurs béninois qui avaient un niveau quand même posé dans la circulation du ballon. Mais il y en a quand même, on ne sentait pas de la maîtrise. Pourtant, les Burkinabés, quand vous les voyez jouer, quand même, la façon même de faire les passes, d'amortir les ballons, de circuler les ballons, on sent que ce sont des jeunes qui jouent. Et je crois que c'est là il y a l'envie, voilà, c'est un motif de satisfaction à signaler et surtout féliciter un peu le truc, comment on appelle ça, le staff, parce que ici avec les cadets, le problème c'est pas le coaching qu'on va les apprendre sur le terrain. Le travail se fait d'abord dans la sélection. Quand on sait comment souvent les processus de sélection sont difficiles et teintés de subjectivité, arriver donc à trouver donc des éléments qui peuvent donner satisfaction, c'est de tirer les chapeaux. Non mais il faut dire vraiment que le Burkina est à saluer parce que c'est l'un des pays africains
qui tient régulièrement ces championnats de façon régulière, de toutes les catégories, on va dire. Catégorie senior, bien sûr, face au foot. Voilà, la deuxième division, la troisième division, les petites catégories, toutes les petites catégories. Malgré malgré la modestie des moyens, alors que dans certains pays, il y a beaucoup plus nantis, ils passent toute une saison même sans organiser un championnat. Oui. Donc, bon, voilà, je poursuis. Allez-y. Monsieur Zi Ouattara, qui est le coach de cette équipe, a vraiment, depuis longtemps, depuis le championnat passé, je le voyais toujours suivre les matchs des petites catégories. Oui. C'est dans ça même qu'il a fait sa sélection pour aller à Rizé, au tournoi de Rizé, où ils sont revenus avec de bons résultats. Oui. Mais il faut dire que vraiment le résultat des juniors a donné un clic, il faut le dire, à ces talents cadets. Oui, une motivation supplémentaire, Issaka, n'est-ce pas? De vouloir faire mieux que nos frères. Je pense que oui, c'est important, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est des jeunes. C'est des jeunes, il ne faut pas les griller très tôt, parce que les grandes nations qui travaillent sur le long terme misent généralement sur ces genres de générations, sur ces genres de catégories. Ça veut dire les cadets. Les cadets, aujourd'hui, quand les regarde jouer, moi, ce qui transparaît dans ma vision, c'est que les entraîneurs leur donnent la latitude de s'exprimer. Parce qu'au-delà de la coupe, au-delà de la qualification, ce qui serait très important, c'est de retrouver, par exemple, cette équipe en maturité dans 2, dans 3, dans 4 ans. Parce que ce qui n'est pas bien, c'est la déperdition. Oui. Parce que cette équipe, si elle fait une belle prestation, elle nous sort des grands matchs, même si elle revient avec le trophée ou bien la qualification, que dans 2 ans, dans 3 ans, vous ne retrouvez aucun, les critiques vont ressortir pour dire comme quoi on a mal à la gestion à long terme de la petite catégorie. Donc bon, pour moi, ce qui est intéressant, c'est déjà permettre aux enfants de ne pas tous les mettre la pression. Quand ils ont joué le premier, vous avez vu, on leur a sûrement dit, vous êtes des jeunes garçons, libérez-vous, faites-vous plaisir, jouez au ballon. Les Béninois, ils ont pris 5 buts à 1, mais ce n'est pas un drame, c'est une équipe cadette. Et les équipes qui vont pouvoir se régénérer pour travailler à long terme, vers la fin, ils pourront avoir des lauriers avec toute une génération. Et si vous ne le faites pas bien, donc je veux dire, il faut savoir doser tous les 2 aspects. D'accord. Voilà, il ne faut pas que la victoire des étalons juniors soit un facteur qui va pomper l'esprit des enfants. Il faut les laisser coûte que coûte faire le même exploit. Mais parce que ce soir, il faut la qualification. Parce que ce soir, on a vu, il y avait quand même quelques actions, mais on a l'impression qu'il y a de la précipitation. On veut tellement bien faire parce qu'on se dit, non, il faut aller calmement. Mais il faut se qualifier, Issaka. Oui, je suis d'accord, il faut pouvoir faire les deux. Je suis d'accord. Il faut pouvoir se qualifier. Mais je donne un peu des schémas qui peuvent vous permettre de vous qualifier sans trop vous faire du mal en fait. Oui, en tout cas, bonne chance aux étalons U17 qui doivent livrer un dernier match face au pays hôte, le Togo, pour se qualifier pour les demi-finales. Parlons à présent des grands frères des étalons U17. On va parler des étalons locaux qui sont présentement au Cameroun. Voilà des images de quelques séances d'entraînement, des étalons qui sont en regroupement pour parfaire la formation, on va dire le stage, voilà, pour jouer ce CHAN qui doit débuter le 16 janvier. Kroll et ses poulains, en tout cas, doivent livrer un match amical. Finalement, c'est un match amical Salambéré contre le MENA du Niger. Oui. Je crois que c'est après dimanche. Dimanche, si tout va bien, les étalons locaux vont s'essayer avec le MENA du Niger pour un peu jauger leur forme du moment afin d'affronter le Mali pour notre premier match. Dans cette compétition. C'était prévu jouer 2 matchs amicaux internationaux. Oui, c'était prévu, mais il y avait 3 équipes qui se pointaient. Il y avait le Niger, il y avait la RD Congo et puis il y avait le Maroc. Donc, au dernier moment, bon, de toute façon, c'est en fonction du calendrier de chaque pays, de chaque équipe que les matchs vont se dérouler. Il se peut qu'après ce match, la RD Congo se signale ou peut-être le Maroc, parce que nous avons un partenariat Fédération Maroc, soit Fédération Royale du Maroc et FBF. Oui, en tout cas c'est une bonne opération de jouer un match amical avant la compétition elle-même pour connaître le niveau de ces joueurs, puisque les étalons locaux n'avaient pas encore joué de match amical international avant cette compétition. Alors à partir du moment où vous avez une panoplie de joueurs qui sont jusqu'à 33. Alors imaginez un entraîneur, vous jaugez la qualité de ces 33, comment? Il faut forcément des compétitions de ce genre. Ça va vous permettre, et le temps qu'ils ont, ça leur permet vraiment de jouer avec toutes les variantes, toutes les variations, toutes les combinaisons possibles pour pouvoir sortir une équipe. Parce que n'oubliez pas que nous jouons quand même des pays
qui ont quand même un football au niveau local assez performant aussi. C'est le Mali, c'est dans notre poule, on a le Mali quand même qui est... Mali, Cameroun, Zimbabwe. Donc, c'est des pays qui ont quand même un football. Donc, ça nous permet déjà de bien se préparer et puis prendre notre marque et puis, bon, voilà, attaquer cette compétition du CHAN. Donc, pour moi, c'est pas mal, c'est bien. Seulement, il faut continuer le travail et puis bon, espérer que les choses vont bien se passer. D'accord. En tout cas, merci à Kader Traoré, qui est l'officiel média de la Fédération burkinabé de foot, qui nous a permis d'avoir ces images. Donc, on va écouter Seydou Zerbo Dikrol, l'entraîneur des étalons locaux. Nous sommes très bien arrivés sur le territoire camerounais. Et ça fait 3 jours que nous sommes là, sinon 4 jours. Depuis notre arrivée, nous avons mis l'accent sur l'athlétique. Et sur la tactique et la technique. Mais malheureusement, nous sommes venus en compte-gouttes. Il y a au moins 8 joueurs qui sont restés à Ouagadougou. Et ça ne facilite pas la tâche de travailler correctement sur le plan tactique. Mais l'un dans l'autre, nous essayons de faire avec les joueurs que nous avons sur place ici. Et je pense que d'ici la compétition, nous serons prêts. Je pense que ce match amical et international contre le Niger, nous avons prévu ce match et ça va être un véritable test pour nous. Mais malheureusement encore, on a des joueurs qui sont toujours à Ouagadougou qui ne pourront pas participer à ces tests. Et on aura seulement ce seul match amical international parce que les autres adversaires ont trouvé que le temps est très court pour jouer un deuxième match amical international. Et je disais tantôt que à l'impossible nous l'est tenu. Et ce match amical international va nous permettre de voir certains joueurs en vraie situation. Voilà, Seydou Zerbo Dikrol. Et vous l'avez bien entendu, quelques joueurs qui ne sont pas encore arrivés au Cameroun pour ce stage, et alors qu'il reste quelques jours. Donc ces joueurs ne pourront pas participer à cette rencontre face au Ménard. Les joueurs sont arrivés tôt ce matin. Non, mais pas, cette interview, c'est ce matin. Il y a encore des joueurs qui doivent s'envoler demain. En l'occurrence, Mohamed Lamine Ouattara qui n'était pas encore parti. Non, mais je crois que Isaac l'a rappelé tantôt, il a 33 jours. C'est pas les 2 ou 3 jours qu'il a l'embarras du choix. Donc je pense qu'il faut assumer les choix à un certain moment. Il y a Sendreo qui peut remplacer valable. C'est pas gentil, Dianda. Non, mais je crois qu'il en a pris beaucoup d'attaques. Donc c'est pas une excuse. Bon, pour être plus sérieux, en réalité, ce que je vais dire, c'est que c'est vrai qu'il faut avoir des matchs amicaux parce que le challenge ici, c'est quoi? C'est les automatismes. Sinon, par poste, quand même, quand on prend la liste, on peut dire que même si ce n'est pas tous les meilleurs qui sont là, on a quand même les meilleurs du Faso Foot qui sont là. Mais comment faire un peu ces automatismes quand on sait qu'ils ne jouent pas forcément toujours ensemble, même s'ils jouent dans le même championnat, quand on sait que l'équipe qui a eu la qualification a été modifiée à presque 70% parce que beaucoup ne sont pas là. Ça donne déjà ce challenge-là au coach de grouiller à voir, même si on n'a pas un match amical international, c'est de voir un peu comment est-ce que sur le plan local, de trouver peut-être je dirais une équipe locale ou bien, bon déjà avec 33 on peut faire 3 équipes, essayer donc de multiplier les occasions pour voir les automatismes parce que c'est là le véritable problème. Vous aurez les talents sur le terrain, telle personne est là, il est capable de faire ça, mais on ne comprend pas parce qu'il n'arrive pas à se comprendre, et quand c'est comme ça, on n'arrive donc pas à retrouver une équipe. Contrairement aux autres, comme vous l'avez dit, qui sont un peu en avance par rapport à nous, je crois qu'il faut en tout cas tout faire pour entrer bien dans le match à travers une bonne score pour le 16 parce que la suite ça sera le Cameroun et ça ne sera pas simple quand on sait que Zimbabwe qui a un football le Cameroun déjà qui est le pays hôte avec tout cela, bon il y a le Zimbabwe qui va venir en dernier match, ça va vraiment être difficile. Non, en fait c'était juste pour compléter parce qu'il disait que même s'il n'y a pas eu de match amicaux internationaux, il fallait peut-être voir sur le plan local. C'est ce que Krul a fait parce qu'il a joué avec les équipes de petite catégorie ici et même les équipes de première et de deuxième division avant de, parce qu'il aurait voulu vraiment, comme il a dit, il aurait voulu vraiment aller pourquoi pas au Maroc ou bien au Gabon, préparer son CHAN et puis rallier directement le Cameroun. Voilà. Malheureusement, il a dit que le ministère des Sports a dit qu'il n'avait pas de moyens pour lui permettre de faire ces préparations-là, mais qu'il n'avait qu'à attendre, peut-être aller
un peu plus tôt, comme ça se passe actuellement, pour peaufiner les derniers réglages. Je pense que c'est très stratégique parce que ça permet en même temps de résoudre un problème d'une manière ou d'une autre, contrairement à certains pays qui vont aller se préparer peut-être en Arabie Saoudite et autres dans la fraîcheur et puis venir se retrouver. Il faut s'adapter au climat également. Il faut aussi regarder l'opportunité du lieu où on se prépare. Parce qu'en Afrique, il y a souvent trop de désordre. Vous allez jouer dans un pays en Afrique centrale comme le Cameroun, vous vous retrouvez peut-être à Djeddah dans la fraîcheur du sable. Sacré Issa. Tout le monde sait pourquoi souvent on parle là parce qu'on vous donne l'offre gratuitement. Je donne des faits d'émission gratuitement. Je voulais envoyer un autre débat. Moi je fais une analyse. Je pense que là, Cole, ça lui fait du bien. Le ministère dit qu'il y a des soucis. On lui permet d'aller très tôt. Voilà. Je suis convaincu que le connaissance est un guerrier. Il va pouvoir transformer cette difficulté-là en opportunité. D'accord. En tout cas, bonne chance aux étalons locaux pour ce match amical de ce dimanche et aussi pour le championnat d'Afrique des Nations. Voilà. Merci à tous pour avoir donné votre avis sur cette première partie de l'émission. On va passer à la deuxième rubrique des essais vus sur le net. Voilà, on parle encore de Salitas, mais oui, c'est dans le championnat national Salitas qui a demandé en tout cas à la Ligue professionnelle de football de rejouer ces matchs en retard après le CHAN. Voilà donc des matchs en retard reprogrammés comme suit. Salitas qui doit jouer contre Vitesse au stade Wobi, contre le RCB ici au stade Issoufou Colombo et le dernier contre Royal au stade Wobi. Donc ces matchs vont être reprogrammé après le CHAN à la demande de Salitas. Comment vous trouvez cette reprogrammation par rapport au CHAN et par rapport au match que Salitas doit rejouer aussi pour la campagne africaine? Issaka d'abord. Bon, légitimement, c'est normal. Ils peuvent si les textes, je crois que les textes doivent stipuler cela. Si une équipe, je ne sais pas, mais je pense bien que c'est forcément 4 joueurs, ils ont la possibilité de demander. Si vous avez 4 joueurs qui sont déjà indisponibles pour cause de défendre les couleurs nationales, voilà, vous pouvez demander le report de vos matchs. Je pense que c'est sur cette lancée, cette logique-là qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas peut-être la possibilité de jouer sur 2 tableaux. Voilà, donc ils ont décidé de choisir de reporter les matchs pour avoir plus de chances d'avoir tous les cadres pour pouvoir jouer ces matchs. Maintenant, si ça se fait dans les règles de là où c'est accepté, c'est admis, bon, moi je n'ai pas trop de choses à dire. Donc, Salitas, je me dis quand même que Salitas aussi, au regard quand même aussi de l'ossature de l'équipe aujourd'hui, bon, peut-être que ils avaient aussi peut-être la possibilité de peut-être continuer avec des joueurs qu'ils ont, mais je n'en sais rien. Justement, ils sont les mieux placés à savoir si ils ont un effectif qui leur permet de pouvoir jouer sur 2 tableau de bord. D'accord, on est d'accord que Salitas avait la possibilité en tout cas de demander le report de ces matchs, à travers les tests qui montrent que après avoir sélectionné 4 joueurs pour l'équipe nationale, on a la possibilité de demander le report du match. Ok, mais là, est-ce que ça avantage Salitas qui doit cumuler beaucoup de matchs quand on sait qu'ils sont qualifiés pour le tour de cadrage et si par chance on se qualifie également pour les phases de groupe, sans oublier la Coupe du Faso qui doit démarrer après le CHAN, avec le championnat qui doit continuer avec la 18e journée, tout ce truc autour de Salitas, est-ce que ça sera pas une tâche difficile pour Salitas, Dianda? Non, si vous posez la question à savoir si ça arrange Salitas, je dirais oui. Parce que Salitas a pris une décision. Non, mais c'est pas la question que je posais. Oui, Salitas a pris une décision qui l'arrange en sachant que s'ils arrivent donc à aller pour la phase de poule, il y aura un cumul de matchs, championnat, les matchs en retard, Coupe du Faso et tout. Maintenant, si vous posez la question, est-ce que ça arrange le champion, la Ligue? Je dis non. Parce qu'à Salitas, voilà. Est-ce que sinon, aujourd'hui, je pense que pour Salitas, ça ne sera pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile, mais Salitas a préféré peut-être ne pas prendre le risque de peut-être jouer des matchs dans cette période-là et perdre. Quand on sait qu'il y a 2 ans, Salitas avait perdu presque tous ses matchs en retard après avoir fini la campagne africaine et tout. Je me dis que c'est au vu au regard de tout ça qu'ils ont analysé. Peut-être que non, moi particulièrement, j'estime
que les 4 joueurs de Salitas, même s'ils sont des joueurs majeurs, hormis ces 4 joueurs, Salitas avait toujours l'effectif nécessaire pour jouer ce match. Ça, c'est mon analyse personnelle. Voilà. Maintenant, s'ils décident, on a les 4 s'en vont, bon, voilà, comme on a les 4, ou bien on va souffler un peu, ou bien il y a d'autres informations qu'ils ont que moi je n'ai pas, qui décident de le reporter, ça n'engage que. Mais ce qui est sûr, je crois qu'ils ont décidé, je crois que la décision qu'ils ont prise, c'est ce qui les arrange. Maintenant, c'est vrai que c'est pas joli parce que on risque d'avoir plus de 5-6 matchs en retard parce qu'on sait que si ils arrivent à se qualifier donc pour les phases de poule, il y aura donc des matchs presque à tout moment, il y aura des reports également, il y a les anciens matchs à jouer, il y a la Coupe du Faso, il y a le championnat, tout à mélanger. À partir de ce moment, on risque même encore de perdre le fil même. Parce que ça va pas stagner à un moment donné. Ça peut stagner parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de jouer, faire jouer certains joueurs et faire souffler d'autres joueurs et facilement vous allez perdre des points. Mais bon, je me dis que c'est à leur âme et conscience, ils ont pris la décision, il faut la respecter. L'essentiel, c'est que ça respecte les règles, c'est ce que les textes disent, c'est ce qu'ils ont appliqué. Ça respecte les règles, bien sûr. Ça l'amène un mot rapidement par rapport à cela. C'est même, selon les règlements, c'est même 3 joueurs. D'accord. Selon l'article 80 des règlements de la compétition, si vous avez au moins 3 joueurs convoqués, vous pouvez demander le report des matchs. Mais franchement, moi je vois la conséquence. Ça dépend des objectifs de Salitas. Si vous avez pour objectif la campagne africaine, vous jetez tout votre dévolu dans la campagne africaine, mais vous acceptez de jouer les matchs. Puisque si le championnat n'est pas votre objectif, vous pouvez, puisque vous avez 30 joueurs comme effectif, voilà, vous jetez votre dévolu en campagne africaine et vous venez vous jouer les matchs du championnat. Mais si vous avez opté pour les 2 compétitions, parce que moi j'estime que franchement pour des équipes de notre taille, vraiment poursuivre 2 ou 3 objectifs c'est compliqué. Et j'aurais voulu vraiment que Salitas accepte de jouer ces matchs pour ne pas avoir à comprimer les matchs, parce que quand ils vont aller en phase de poule, ça va être vraiment... Ça va aller vite. Je vais ajouter que quand on regarde le calendrier, les 3 matchs en retard, c'est contre 3 clubs bobolais et 3 clubs qui sont mal en point. C'est le Vitesse, c'est Royal et c'est RCB. Ils sont tous en mal en point, ils ont besoin de points. Et donc à partir de ce moment, c'est des matchs très difficiles quand on sait que... Voilà, 2 matchs à Bobo. Ça peut être difficile pour Salitas, comme ça peut être facile aussi, parce que des équipes qui sont mal en point, c'est pas forcément pour dire qu'après... Est-ce que ça va pas perturber ces équipes-là également? Au niveau donc de la reprise, de la seconde phase, c'est là que ces équipes-là montent en puissance et cherchent des points pour souvent survivre. Non, monter en puissance, monter en puissance, c'est souvent en adéquation avec le niveau ou ce que vous disposez. Si en phase aller, vous n'avez pas pu peut-être faire la mue convenablement pour balancer dans une ossature qui vous permet, mais vous resterez toujours en train de stagner. De toute façon, la situation que Salitas vit, elle peut présenter comme tu l'as dit, les 2 pile ou face. C'est qu'on peut peut-être craindre au départ, peut-être à la longue nous rattraper. Bien sûr. Voilà, avec l'accumulation des rencontres, à un moment donné, vous serez obligé de faire jouer peut-être ceux que vous n'aviez pas voulu, peut-être faire jouer en l'absence des autres. Et bon, ça sera pas facile. Mais dans tous les cas, franchement, moi je trouve que Salitas a l'effectif. Ils ont fait le choix de ne pas jouer. Bon. En attendant de voir en tout cas ce qui ça va donner en tout cas ces reports 2 matchs. Parlons à présent de Lusco. Le verdict est tombé, la rencontre entre Lusco et Luzi qui avait été voilà par des incidents avec des supporters. Voilà, une note est sortie. Lusco et écope donc des sanctions suivantes. Vous pouvez les lire. Lusco qui perd le match par pénalité sur le score d'1-0 en faveur de Luzi. Voilà, Lusco aussi qui paye une amende de 100 000 francs CFA. Lusco qui a 5 matchs de suspension à domicile, dont 2 avec sursis. Les dates et lieux restent à être déterminés par la Ligue professionnelle de football. Voilà une panoplie en tout cas de sanctions pour Lusco. Parce que et tout. Mais c'est dommage. C'est dommage quand on sait que nos équipes de province ont déjà tellement de difficultés sur le plan organisationnel, sur le plan financier, et venus se retrouver déjà dans des situations comme ça par la faute des individus qui peut-être n'ont rien compris vraiment au football. C'est vraiment dommage. Les équipes comme Lusco ne sont pas des clubs qui sont assis sur des mines d'or. C'est difficile. Demander à un club de province aujourd'hui de venir payer peut-être 100 000, c'est pas facile. Avec toutes ces sanctions, jouer loin de ses bases,
alors qu'ils avaient la possibilité d'être à domicile dans un bel stade où ils ont les supporters qui sont là. Mais la faute souvent à qui? À des individus qui se disent des fans du foot, qui sont en réalité des voyous, qui, par leur comportement, créent des problèmes, par exemple, au club. Aujourd'hui, le club peut se mordre les doigts d'avoir eu des gens qui se sont mal comportés, puis bon, voilà la conséquence. Donc moi je pense que les équipes gagneraient à se discipliner, à discipliner les supporters, pour qu'on comprenne que le football c'est un jeu, c'est fraternel, c'est amical, soit on gagne, soit on perd, et puis bon, basta, chacun rentre chez lui, surtout qu'il y a d'autres matchs à rejouer. Et quand vous venez vous comporter comme ça, vous mettez une équipe déjà sous perfusion financière, en difficulté, il faut pouvoir modérer ses passions. Voilà, il faut pouvoir se modérer, parce que ceux qui ont fait ces casses, qui ont pénalisé l'équipe, aujourd'hui, vous n'allez même pas les voir aller peut-être donner un sou pour soutenir l'équipe. On va laisser peut-être 2-3 personnes du comité des directeurs en train de souffrir. Donc je trouve que vraiment c'est dommage. D'accord. Dianda. Un mot très rapide. Je crois que c'est vrai qu'on peut faire le débat en long et en large sur la situation, essayer de jeter les responsabilités. Mais je crois que même ici à Ouaga, on en a vu des cas. Il faut impérativement qu'on arrive à fixer un peu, chaque club arrive à trouver un cadre pour discipliner ses supporters. À un certain moment, si vous ne pouvez pas respecter ces cahiers de charges-là, que vous ne venez même plus, on vous retire même le droit de vous dire supporter de telle équipe. Parce que ici, l'USCO perd 100 000 francs, et si vous payez les 100 000 francs avant d'avoir le reste de la subvention, c'est bien noté. Donc ça veut dire que vous ne payez pas. Ça est dans le règlement. Voilà, vous n'arrivez pas donc à prendre le reste de la subvention. Quand on sait que vous êtes déjà asphyxié économiquement. Il y a également, on vous demande d'identifier les supporters, les fauteurs qui ont fait. Donc, tout ça. Mais si vous avez un comité même de sélection qui traite cela, je pense que ça va se... Parce que je crois que, si j'ai écouté bien un des responsables fédéraux dont il parlait, il disait qu'ils vont réfléchir dans le temps pour pouvoir même travailler à des retraits de points. Parce que c'est parce que jusque-là que c'est des sanctions pécuniaires que les équipes ne prennent pas ça au sérieux. Mais si on va aller à des retraits de points, vos supporters, on vous retire des points, vous allez commencer à prendre ça au sérieux. Ils ont perdu le match, mais voilà, mais la sanction jusque-là c'est pécuniaire. Voilà, c'est ce qui n'était pas mauvais. Et aujourd'hui, ils sont à moins. Ils perdent les 1 point. Ils perdent le point. Donc 3 points pour eux. Autant quand vous regardez la situation qui est là, c'est pas qu'il y a une erreur d'arbitrage, non, c'est à la mi-temps, on accuse l'entraîneur adjoint, on a cru que c'est l'entraîneur adjoint d'aller jeter quelque chose dans le poteau quand on sait que souvent il y a des paires de gants et des trucs voilà et c'est souvent par passion quelqu'un qui crie un truc. Il n'en est rien, le football, on n'a pas besoin de tout ça. Et puis les 100 000 qu'ils ont dû les payer, mais c'est même pas 100 000 parce que les 5 matchs de suspension, tenez-vous bien, vont se jouer ailleurs à vos frais. À vos frais. Imaginez si vous préparez dans chaque match à 200 000 ou à 300 000, combien pour même nourrir les joueurs, pour louer le car, pour faire ceci ou cela. Donc ça a plus de 100 000 francs par match. Et oui. Donc la sentence est tellement lourde pour un club de province, qui était pourtant bien lancé de la capitale. Et puis moi ça me fait très mal parce qu'ils venaient d'avoir leur stade à l'occasion du 11 décembre. C'était un beau stade. On voyait un peu les images, les gens ont commencé à revenir au stade, suivre les matchs parce qu'il y avait un certain engouement. Mais profitez de ce temps-là pour créer de la richesse autour de ce stade, pour donner un peu de la vitalité au club. Vous avez la guinguette qui est là, développer quelque chose touristique, sport, pour pouvoir aider l'USCO sur ces bases-là. Quelle qu'en soit la situation, en football, on n'a pas besoin de ces gens. Même si on voit quelqu'un qui va pour... Mais il y a des officiels qui sont là pour ce match. Allez-y dire à l'officiel, bon, voilà, ils sont en train d'aller jeter... Je vous ai dit, c'est la passion qui prend le dessus et c'est compliqué. Non, mais quand même, l'USCO, c'est une équipe... Moi, j'aime c'est une équipe qui a joué en première division, qu'on connaît. L'USI également, c'est une équipe qui a joué en première division, qui ne doit plus retomber sur... j'aime cette équipe. C'est problème. D'accord, voilà. On va terminer avec cette nouvelle. Le Royal FC qui change d'entraîneur. Ibrahim Diarra, qui avait été remercié, a été remplacé par un entraîneur malien, Boubacar Koulibaly, voilà, qui remplace qui remplace Ibrahim Diarra, voilà, à l'image, et Boubacar Koulibaly. Le seul commentaire à faire, c'est je pense que sur le président a de l'argent pour changer tellement de l'entraîneur, c'est mieux qu'il mise troisième entraîneur dans le recrutement des joueurs, c'est mieux. Parce que c'était le problème l'année passée, ils ont été sauvés de justesse par Ibrahim Diarra avec également l'effet Covid. Et c'est ce qu'il avait dit, il n'y a pas de joueurs.
Cette année encore, on commence avec les mêmes. Ils ont déjà consommé. Trois entraîneurs, troisième entraîneur. C'est l'équipe qui a le plus fort taux de consommation d'entraîneurs dans ce championnat. Dans la valse des entraîneurs, c'est l'équipe qui tient le record. Donc, à partir de ce moment, mais c'est un mauvais record. Mais bon, et malgré tout ça, c'est pas sûr qu'ils pourront tenir. C'est pas un bon record. Je suis d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Si vous avez les moyens pour aller chercher un entraîneur expatrié, ça veut dire que vous allez le payer. Voilà. Donc payer des bons joueurs. C'est mieux de vous concentrer sur le plan local et vous. Pour une fois, Dianda a donné une idée un bon vraiment pour lui. Oui, bien sûr. Ça mérite quelque chose. On va t'offrir quelque chose à la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà, c'était très intense. C'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. On a la fin de l'émission. Il faut qu'on nous augmente l'heure parce que là, au moment où on est inspiré et puis tu dis c'est fini. Il vous écoute, monsieur Frédéric Irbalais Sommet. Il vous écoute. Faut nous ajouter quelques temps ou bien les amis. Ah ouais, c'est vrai. Les décodeurs. Ouais, c'est pourquoi on peut squeezer même ces 5-10 minutes. Voilà, les décodeurs ont besoin quand même d'un petit rallonge de temps pour quizer. Pour pouvoir terminer, on n'arrive même plus à faire les quiz. Bon, parce que moi j'ai envie de reprendre le flambeau fixe à la Béré, mais on essaiera à l'émission prochaine de faire le quiz. Merci en tout cas, merci à l'équipe de réalisation, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On va se retrouver lundi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.